11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est un ouvrage qui est une plongée au centre de la télé des années 80, marqué à l'époque par la toute-puissance de TF1, avec une position privilégiée pour son auteur, être au cœur du réacteur, mais sans toutefois être en première ligne. Il a passé 28 ans à la télé, dont 25 au journal de 13h, doublure de Jean-Pierre Pernaut. Ce journaliste connaît l'info, mais il connaît également les grosses machines commerciales, les émissions de prime time qui cartonnent le vendredi ou le samedi soir, comme l'a bien nommé Plein les yeux. Vous avez reconnu Jacques Legros, qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez ce livre aux éditions du Rocher, Derrière l'écran, c'est sous-titré 40 ans au cœur des médias. Vous y racontez également votre carrière à la radio, 12 années, vous avez participé au lancement de France Info, j'ignorais, en 87, et de la chaîne d'info Continue, la première à la télé LCiste, en 94. Vous écrivez en préambule dès les premières pages, ce livre n'est pas une autobiographie. Alors comment vous le définiriez? Qu'avez-vous souhaité témoigner? C'est un regard sur à la fois un métier qui est celui de journaliste et j'associe celui d'animateur parce que pour moi c'est le même. Et aussi de l'évolution des médias, parce que je rappelle qu'en 80, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de smartphone. On avait 4 chaînes. On avait 3 chaînes. Trois chaînes. Canal ouais, n'était pas né, Canal est né en 84. Exactement. Et donc la façon de travailler a beaucoup évolué, mais la façon de considérer l'information et notre responsabilité de journaliste a beaucoup évolué elle aussi. Je ne m'attendais pas à cette question. Est-ce que quand il y avait que 3 chaînes, on regardait les audiences quand même le matin? Ah, je pense en que oui. 80, moi, j'étais à la radio. Donc, ouais. Oui, j'imagine que oui, on les regardait peut-être avec moins d'attention. C'était plus facile, ça allait plus vite. Vous dites, ce livre est le regard que je porte chaque jour sur ces temps qui changent plus vite qu'on ne le voudrait. La télé change trop vite? Pourquoi vous dites plus vite qu'on voudrait? Non, ça ne concerne pas que la télévision. J'espérais que les médias comme Europe 1 déteignent sur les réseaux sociaux, et c'est exactement l'inverse. Je ne vise pas Europe 1 en l'occurrence. C'est exactement l'inverse qui se produit. Et j'en ai la preuve tous les jours aujourd'hui avec les réactions que suscitent certains passages. Il y a une polémique, on va en parler, mais d'abord. Mais je l'ai pas voulu, cette polémique. Alors vous racontez vos débuts. Ce que j'ignorais, c'est qu'à la base, vous n'étiez pas journaliste. Vous avez démarré dans les médias en 82, à 30 ans passés, au moment de la création des radios locales, de Radio France. Et là, je vous cite, à l'époque, j'ai relu la phrase, j'y croyais pas. J'avais un emploi d'ingénieur civil à la délégation générale de l'armement au ministère de la Défense. Comment vous êtes retrouvé à faire du journalisme? Pourquoi on vous a pas envoyé au front? Oui, non, mais parce que le journalisme, j'avais ça en moi depuis avant. Mais vous étiez militaire? Non, pas militaire, j'étais civil. Et comme j'avais assisté le général Gallois à la Sorbonne sur les questions de stratégie nucléaire au centre d'études politiques de défense de la Sorbonne à l'époque, j'ai fait mon service militaire comme scientifique du contingent, et ne trouvant pas de travail dans la presse, j'y suis resté parce qu'ils m'ont proposé d'y rester et de m'occuper notamment, entre autres, de l'information scientifique et technique. Pourquoi vous n'êtes pas devenu journaliste spécialisé sciences ou spécialisé défense? Ah non, mais ça, c'est pas un regret, parce que la spécialisation ne m'intéressait pas. Mais en revanche, j'ai fait partie du conseil d'administration d'une des écoles de journalisme, bien que n'en ayant pas fait. Et j'ai toujours milité pour qu'on recrute des scientifiques et pas seulement des littéraires. Vous racontez vos débuts dans différentes rédactions, notamment France Inter. Vous balancez aussi un petit peu quand même. Alors moi, j'ai appris des infos. Page 90, il y a un portrait de Jean-Pierre Farkas, qui s'en prend une petite, il n'avait rien demandé à personne. Il était alors le patron de la rédaction. Et là, vous écrivez, il devait souffrir d'un léger problème de prostate car il allait souvent aux toilettes. Oui, mais c'est mignon ça. C'est mignon. Allez, perd son âme, il nous a quittés en 2019. À notre âge, ce sont des choses qui arrivent. Mais oui, et simplement, je raconte ça parce que je guettais sa sortie pour aller lui demander, Jean-Pierre, quand est-ce que tu auras une place pour moi à France Inter? Voilà. Ça a beaucoup fait parler. Vous l'avez cité avant même que je l'évoque. Vous consacrez un chapitre entier à un autre Jean-Pierre Pernaut, que vous appelez The Rock. Alors je dois dire, moi j'ai lu le livre. Le chapitre est bienveillant. D'abord, vous commencez par raconter que vous aviez peu de différence d'âge, seulement 10 mois d'écart, donc vous risquiez pas de lui piquer sa place, qu'il pouvait craindre quand le Joker était Thomas Hugues. Oui, parce que lui, Thomas était jeune à l'époque. Enfin, je veux dire, il y avait une différence d'âge justement, là, donc ça pouvait être menaçant pour Jean-Pierre. Et moi, n'ayant que 10 mois de moins que lui, je lui avais dit, tu sais Jean-Pierre, on va essayer de garder ce tandem le plus longtemps possible, parce qu'on a la même vision du journal, on a le même respect l'un pour l'autre, et faisons en sorte que ça dure le plus longtemps possible, mais je n'essaierai jamais de te prendre ton fauteuil. Les rapports étaient très bons avec lui, et pour cause, puisque vous ne vous croisiez jamais. Vous étiez là quand il n'était pas là, et vice-versa. Oui, mais j'allais le voir régulièrement pour discuter un peu du journal, des correspondants beaucoup, parce qu'il les défendait
bec et ongles les correspondants. Ils lui doivent tout à Jean-Pierre, les correspondants. Et tant mieux pour eux, parce que je les apprécie beaucoup. Et du coup, non, on se parlait, on racontait voilà, nos petites histoires de rédaction. Tout change avec la crise du Covid. Jean-Pierre Pernaut avait révélé qu'il souffrait d'un cancer de la prostate, il avait 70 ans, il faisait partie des personnes à risque. Je précise qu'à l'époque, le vaccin n'existait pas et les morts se comptaient par milliers. Oui. Donc TF1 prend une décision, celle de l'écarter de l'antenne, et on lui installe un mini-studio automatique à domicile pour faire quoi à la base ? Excellente idée, pour faire la chronique d'un confiné. Et je trouvais que l'idée était assez géniale. Mais il y avait un défaut dans cette réflexion, c'était que d'un seul coup, après avoir alterné au journal pendant 24 ans, d'un seul coup, on se retrouvait dans le même journal, à la même heure, avec moi, le joker, une position de titulaire, et lui, le titulaire, une position de joker. Et c'était mal connaître mon Jean-Pierre que de dire que ça allait, lui, ça n'allait pas l'agacer un tout petit peu. Et alors, là, pour le coup, c'est vous qui le dites, il joue pas tout à fait le jeu de l'équipe, il voulait garder le premier rôle et solliciter l'équipe plus que nécessaire. De mon côté, je ne savais pas de quoi il allait parler, il rechignait à partager, c'était son mini-journal dans le journal, et là, ça pose problème. Oui, parce que je le comprends, j'imagine qu'à sa place, j'aurais réagi de la même façon. C'était agaçant pour lui d'avoir ce rôle, en plus, confiné chez lui, alors qu'il rêvait d'être sur le plateau. C'est la DRH de TF1 qui a dit non, ne prends pas de risque avec toi Jean-Pierre, tu restes chez toi. Cela dit, en passant, on a pris, nous, les risques. Oui. Parce que c'est vous qui étiez en première ligne. Il faut aussi peut-être le rappeler. Et un matin, vous éclatez. Oui, parce qu'un matin, je sens que le rédacteur en chef, toute l'équipe fait un peu la gueule, qu'ils sont agacés, que bon, je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Jean-Pierre conteste l'ouverture du journal. S'il conteste l'ouverture du journal alors qu'on en a la charge et la responsabilité, il n'a qu'à venir le faire. Et moi, je m'en vais. Et je suis parti, j'ai fait mine de partir, récupérer ma voiture, et Jean-Christophe Geffard, le rédacteur chef, il vous a récupéré dans le parking. Oui, mais je serais revenu de toute façon. Alors, ça n'a pas plu à Nathalie Marquet, ce récit, la veuve de Jean-Pierre Pernaut. Elle a qualifié votre récit de jalousie post-mortem. Elle était au micro de Virgin Radio il y a quelques jours. Elle dit avoir halluciné, je vais la citer, Jacques Legros lui faisait des coups de pute. Pendant le confinement, il faisait des sujets, et au démarrage, Jean-Pierre devait avoir 15 minutes d'antenne, mais Jacques Legros faisait à chaque fois des sujets très très longs, ce qui fait qu'à la fin, il lui restait plus que 6 minutes. Franchement, ce n'était pas du tout sympa. Elle raconte exactement l'inverse de ce que vous racontez. Bien sûr, d'autant plus que je n'avais pas la maîtrise de la durée des sujets. Donc si Jean-Pierre s'est retrouvé à l'époque avec moins de temps, j'y suis strictement pour rien. Je n'avais absolument pas la maîtrise de ça. Bon, et je n'ai pas à répondre, très franchement. Je vais vous demander de répondre, non pas sur le fond, mais sur la forme, puisque cette polémique dit quelque chose sur la manière dont vous voyez la télévision d'aujourd'hui et les réseaux d'aujourd'hui. Oui, parce qu'on est au cœur de votre livre, sans que vous le sachiez. Il y a une mise en abîme totale. Il se passe ce que vous dénoncez dans le livre. Et on ne retient que ça, et ce que je dis et ce que j'analyse des réseaux sociaux, on n'en parle pas, etc., etc., etc. Et ce regard sur les médias et leur évolution, on n'en parle pas non plus, parce qu'on a buté sur une phrase extraite de son contexte et pas lu. Les gens qui en parlent le plus sont ceux qui n'ont pas lu le livre, quand même. Hein. Bon, il faut le préciser. Et franchement, je commence aujourd'hui avec ce livre à comprendre pourquoi le public ne nous fait plus confiance à nous, les journalistes. Quand je vois les polémiques en politique, je trouve ça pathétique. Quand je vois aussi ce qu'on retient de ce livre, c'est pathétique. Et je comprends que les gens ne nous fassent plus confiance. Malheureusement, il y a l'info, il y a aussi l'écume, il y a un chapitre sur Jean-Pierre Pernaut, il n'y a pas de chapitre sur PPDA. Pourquoi ce choix ? Volontairement, je ne suis pas même juge. Je dis pas que je n'ai pas un avis, mais encore une fois, et ça, on n'arrive pas à le faire comprendre. Je ne parle pas au nom de la direction de TF1 de l'époque, mais Poivre, on savait qu'il aimait les femmes jusqu'à l'excès. Ça, on le savait tous, absolument tous. Mais à chaque fois qu'on voyait passer une jeune fille jolie, on se dit pourvu que Poivre ne la croise pas. Mais c'est tout. Et ça, c'est pas un délit encore. Donc voilà, pour le reste. Tout dépend ce qu'on met dans le mot excès. Excès en nombre.
en nombre de femmes qu'il croisait. Mais c'est tout ce qu'on savait. Le reste, c'était derrière la porte. Vous êtes toujours à TF1, Oui. vous êtes toujours le joker officiel. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas de contrat, que vous êtes en CDD. Ah, J'ai à nouveau un contrat que j'avais auparavant. Et pour quelle raison vous disiez ne pas avoir de carte de presse? Je ne dis jamais, j'ai retrouvé une interview de vous de 2018, je ne dis jamais que je suis journaliste, j'ai pas de carte de presse d'ailleurs, je l'ai rendue, ça ne sert à rien, ça m'a vraiment étonné. Alors je l'ai à nouveau. Ah bon? Oui, je l'ai. Et c'est pareil, c'était un mouvement d'humeur parce que j'avais retrouvé dans la presse des propos que je n'avais pas tenus, un titre off, qui avait été exploité. Et à un moment, j'ai renvoyé ma carte de presse en disant écoutez, vu les gens qui vous l'a donné, j'aime autant ne pas l'avoir. Merci beaucoup Jacques Legros d'avoir été avec nous. Je dois dire, ce livre, 210 pages. Pas de polémique dans le livre, je dois le préciser, et c'est un livre extrêmement bienveillant. Il faut que ce soit complet et il faut donner l'info complète quand on reçoit un invité. Et merci pour votre professionnalisme. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous.